Mes chers compatriotes, bonjour. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Donc, essayez de signaler aux autres que nous allons commencer. Partagez et faites donner des petits cœurs comme c'est la règle d'usage afin de protéger notre direct. Nous lançons un message à tous ceux qui viennent souvent intervenir parce que nous savons que nous sommes infiltrés. Aujourd'hui, nous n'allons pas dénoncer. Nous allons donner des pistes pour expliquer aux gens pourquoi est-ce que le changement sera meilleur pour nous. Parce que je vais évoluer, partir du Dja Lobo avec la conviction que le Dja Lobo est en plein bouillonnement. Dans tous les coins de notre département et même de la région du Sud, j'ai la confirmation que les choses ne seront plus comme avant. Donc nous devons évoluer. Nous n'avons pas que le Sud à sensibiliser. Mais avant de partir du Sud, il est important de parler de l'avenir pour que le moment venu, quand il va falloir choisir, que les gens choisissent pas cette fois-ci avec l'engouement tribal ou le vote du frère, mais avec un vote qui pourra orienter chaque citoyen dans les choix et les possibilités qu'il aura dans l'avenir par rapport au régime que nous souhaitons faire abréger le séjour. Nous continuons à dire que le changement, c'est en 2025 ou avant. Moi, je reste légaliste. Je dis que 2025, c'est l'horizon que nous permet la loi. C'est pour ça que nous restons là à regarder cet instant. Mes frères du Dja Lobo doivent comprendre pourquoi est-ce que je dis depuis longtemps qu'ils n'ont pas été aidés. C'était une volonté politique de ne pas les amener à s'épanouir et à vivre de leurs biens parce que ça n'aurait pas fait le paquet électoral que ça a fait pendant les 42 ans que nous sommes en train d'écouler. Donc, ceux qui viennent juste pour saboter, sachez que nous, on parle maintenant de ce qui va être meilleur pour nous par rapport à la situation qui prévaut. Donc, on ne va pas prononcer des noms pour aujourd'hui. On continuera à dénoncer, mais à Saint-Mélima, nous avons fait ce que nous avons pu. Il va falloir qu'on évolue. Et je prends cette décision parce que j'ai la conviction que les choses sont déjà en train de changer. Je fais confiance et nous allons garder la flamme pour revenir si possible, essayer de redynamiser les esprits. Donc, depuis très longtemps, je vous parle d'agriculture. Et quand je parle d'agriculture, parce que j'ai regardé dans tous les domaines et le retard que nous avons au niveau des connaissances, le manque de formation adéquate qui a fait que nos jeunes n'ont pas eu de perspective, nous avons toujours l'agriculture. Et je vous parle d'agriculture parce que j'ai même essayé de faire un petit exercice pour évaluer un peu ce que les cacaoculteurs ont donné à l'État pendant 40 ans. J'ai fait un exercice, un modeste calcul, en partant d'une fourchette basse. Et c'est important que les cacaoculteurs se rendent compte de leur participation au régime de Paul Biya. Donc, les cacaoculteurs ont apporté au bas mot
8 000 milliards à l'État grâce au fait qu'ils ont produit du cacao chaque année. À mon âge, je n'ai jamais vu une saison où on n'a pas acheté le cacao. Le cacao n'a jamais pourri dans les maisons. Il y a eu des baisses de prix, des découragements. Mais une fois que le prix augmente, les agriculteurs reprennent la force. Donc le cacao a permis, d'ailleurs, l'histoire le dit, le stade omnisport de Yaoundé a été construit grâce au cacao. La route Saint-Mélima-Yaoundé a été ouverte parce que le cacao était la production essentielle qu'on attendait de cet endroit. Donc, la route Saint-Mélima-Yaoundé, ce n'est pas une œuvre du régime. Ils ont trouvé cette route. C'est important de le noter. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que on ne puisse pas nous donner les moyens de nous épanouir? Vous savez, le régime a ses avantages dans tous les ministères. Et du vivant de Charles Assalé, parce que je reviens en arrière, notre problème ne commence pas d'aujourd'hui, ne commence pas aujourd'hui. Du vivant de Charles Assalé. Charles Assalé avait eu l'idée de ramener dans le sud une école supérieure d'agriculture. L'hôpital Enongal que vous voyez à Ebolova n'a pas été construit pour être un hôpital. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas... S'il vous plaît, partagez, partagez, parce qu'on veut perturber le direct. J'ai dit que je ne prononce pas les noms aujourd'hui. Moi, j'explique aux gens, ce qui sera meilleur pour nous. Donc, je vous parlais de Charles Assalé, premier ministre camerounais, qui était au pouvoir avant Paul Biya. Donc, Charles Assalé a été combattu de son vivant. C'est important que je vous parle de ça. Au moment où Charles Assalé a expliqué au Boulou qu'il serait bien pour nous de mettre une grande école d'agriculture pour qu'on forme des ingénieurs agronomes, les grosses têtes du Sud se sont levées contre lui et lui ont fait comprendre que eux, ils veulent porter des costumes et travailler dans les ministères. Ils ne veulent pas d'école d'agriculture. Et que si c'est vraiment la seule chose qu'il a pensé leur apporter, ils n'acceptent pas la moquerie. Bonsoir à tout le monde. Je vois que mon frère Tazo me suit. Je passe le bonsoir à Tazo. Frère, toi et moi, on n'a pas de soucis. Je ne prononce pas les noms aujourd'hui. Je te passe le bonsoir quand même. Donc, Charles Assalé a été combattu. Il a dû abandonner l'idée de créer dans le sud une école d'agriculture. On a transformé son projet, c'est devenu l'hôpital Enongal. Cette école est partie à l'ouest. Voilà donc l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui, on a un déficit d'ingénieurs agronomes. Premier point. Voilà l'une des causes. Et que les jeunes aujourd'hui sont obligés de se déplacer s'ils veulent faire des études supérieures pour devenir des ingénieurs. À l'avenir, sûrement, c'est un déséquilibre qu'il va falloir combler dans le cadre du changement. Parce que l'état d'esprit d'aujourd'hui ne permet pas qu'on ait des ouvertures de ce genre. Nos élites se sont lancées toutes dans l'agriculture en étant elles-mêmes de hauts fonctionnaires. Vraiment, on bloque notre direct. Il y a des gens qui bloquent. Partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. C'est important de montrer aux gens. Je vous assure que maintenant, comme ils ont été payés pour nous saboter, même quand on veut parler de choses sérieuses, ils ne veulent pas que les populations écoutent. Mais mes frères m'écoutent. Ça, qui ne s'inquiète pas. On va bricoler avec le temps. Il faut partager. Il faut sécuriser en mettant des cœurs. Parce que il y a une volonté à ne pas nous laisser parler. Je reviens sur mon sujet.
Charles Assal ayant été saboté de son vivant, aujourd'hui abandonné dans un bosquet dans les forêts de Bolova, je comprends pourquoi Famandongo, qui lui a été proposé par Charles Assal, n'a jamais pensé à entretenir ni à faire quelque chose dans ce coin. Notre Premier ministre dort dans un bosquet, dans les herbes. Mais dans l'avenir, nous verrons comment réhabiliter tous ces grands personnages. Moi, je reviens sur l'agriculture. Le fait de ce déséquilibre fait que nous sommes restés dans une forme d'agriculture rudimentaire, une agriculture ancestrale, alors que nous avons des terres hyper riches. Même les Camerounais qui viennent des autres régions, quand ils arrivent chez nous, quand ils voient nos terres, ils disent que mais pourquoi vous ne faites pas l'agriculture? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la plupart des gens chez nous sont restés sur une agriculture transmise par nos grands-parents. C'est-à-dire, on plante un peu tout, n'importe comment, et on n'a pas la capacité de savoir ce qu'on produit sur une surface bien déterminée. Ça, c'est un minimum de savoir qui permet de faire ça. Si vous remarquez bien dans le sud, le nombre d'ingénieurs d'agriculture, il y a très peu qui sont originaires du sud. Il y a très peu. Or, c'est l'un des piliers de notre développement, l'agriculture. Quand j'explique aux cacaoculteurs qu'ils ont donné au régime 8 milliards de francs CFA en 40 ans et que le retour d'investissement ne doit même pas atteindre un quart de ce qu'ils ont donné, c'est vérifié. Sinon, on aurait des routes. Sinon, on aurait une meilleure représentation à l'échelle nationale. Vous-même, vous avez vu comment le comice a été saboté, comment on a abandonné des tracteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté politique de permettre aux gens du Sud de s'en sortir d'eux-mêmes. On préfère vous laisser là à demander l'aumône à vos aînés. On vous laisse comme ça. Et nous disons que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait le développement. Donc, les événements de la vie ont fait que les choses changent au fur et à mesure. Et les connaissances s'améliorent. Bien que l'agriculture ne soit pas jeune, on améliore les connaissances en agriculture. Et la guerre en Ukraine nous a montré quelque chose. C'est que nos engrais viennent de Russie, des fois du Maroc. Et les engrais, on ne peut pas faire d'agriculture sans engrais. Et les engrais qu'on reçoit sont des engrais industriels, des engrais chimiques. Qu'aujourd'hui, on n'est même plus obligé d'utiliser forcément des engrais chimiques parce qu'elles ont un impact non négligeable dans l'environnement. Donc, les connaissances ont tellement évolué qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique permet de compenser la production que nous donnait l'agriculture industrielle grâce à l'amélioration de certaines conditions et de certaines expériences. Pour ceux qui voyagent, vous verrez, vous remarquerez dans certains pays des systèmes de collecte de déchets qui permettent, une fois traités, de refabriquer de l'engrais. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'engrais? Il faut de l'azote, il faut du magnésium et je crois qu'il faut du sodium. Ces trois éléments sont dans la nature, du potassium aussi. Il faut du potassium, de l'azote et du magnésium. Ces trois éléments sont dans la nature. Et ceux qui produisent les engrais aujourd'hui vont récupérer toutes ces propriétés dans des industries. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des mines pour récupérer, par exemple, le potassium ou le magnésium. Le Maroc est un grand producteur. Et bien sûr, les Russes, les Ukrainiens fabriquent beaucoup d'engrais.
Depuis qu'il y a eu la guerre, le prix de l'engrais a été multiplié, je crois, par 5 ou par 6. On est parti pratiquement de 18 000 francs à 42 000 ou à 50 000. Or, faire de l'agriculture de rente sans engrais, c'est vraiment demander aux gens de travailler 3 fois et le rendement ne sera pas le même. Le rendement ne sera pas le même. Donc, nous autres, nous avons réfléchi à ces choses-là. Et nous avons contacté des sociétés. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Je vous dis, nous sommes attaqués. Je n'arrive pas à comprendre, mais bon, on va faire avec. Donc, nous avons essayé de comprendre. Parce que l'amélioration des conditions de vie et de travail fait que nous aimerions voir nos gens travailler moins et gagner un peu plus. Mais je dis que le problème de l'agriculture, le problème de base d'abord, c'est l'engrais. Or, je disais que ceux qui voyagent peuvent constater, par exemple, que comme des villes comme Paris ou, par exemple, Genève, vous voyez des toilettes publiques où vous allez faire vos besoins, vous payez bien sûr, mais ce que vous ne savez pas, c'est que une fois que vous avez fait vos besoins, il y a une société qui collecte tous vos besoins, qui va les traiter, on est attaqué, hein, on est attaqué. On va reprendre, on est attaqué, partagé. On reprendra toujours parce qu'ils ne vont pas couper le sujet. Donc, le problème de l'engrais se pose sur le fait que nous dépendons des autres. Moi, j'ai apporté ce projet au Cameroun. J'ai été félicité par un ministre. Parce que le projet que j'apportais avait en même temps une utilité environnementale et une utilité au niveau de l'économie de permettre à chaque agriculteur d'avoir à sa portée de l'engrais. C'est-à-dire que le procédé de fabrication de l'engrais biologique que nous avons apporté ne nous oblige plus à aller dans les pays voisins chercher de l'engrais chimique. Même si on aura besoin, ce sera dans des proportions moindres. Et peut-être pour ceux qui ont des grosses surfaces, des grandes surfaces agricoles. Pour le petit cultivateur, le petit agriculteur, l'engrais que nous nous sommes venus proposer permet à tout le monde de maximiser sa parcelle agricole. Seulement, quand nous avons voulu avancer, moi je pourrais vous montrer les félicitations que j'ai eues par rapport à ce projet. Je peux publier ça. Mais j'ai arrêté le projet parce que déjà le projet de Port Sec a été saboté. Et puis quand j'ai voulu continuer les démarches, je me suis rendu compte que j'allais encore être confronté à un boulot, c'est-à-dire à un frère. Et comme je sais que nos frères, une fois qu'on apporte des choses, bloquent, j'ai moi-même à bloquer, j'ai bloqué avant. Donc j'ai repris mon projet, je suis revenu avec. Il y avait d'abord ce problème. Et puis, il y avait un autre problème qui est un problème de régime où quand on vous dit que la corruption est généralisée, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est que chaque ministère a ses avantages et ses couloirs. Et on reçoit beaucoup d'aides, que ce soit en subvention ou que ce soit en nature, sur des engrais. Et ce sont des fonctionnaires qui sont nos relais dans ces transactions. Donc, c'est d'ailleurs un fonctionnaire qui m'a dit, si ton projet il passe, tu vas tuer le business de ces gens parce qu'il y a des centaines de milliards qui viennent tous les ans sous forme de subventions, mais cet argent est distribué entre les fonctionnaires. Donc si tu proposes ton projet, ils ne vont pas être d'accord. J'ai fait marche arrière, j'ai repris mon projet, je l'ai mis en route. Mais ce que j'ai apporté au Cameroun est issu d'une étude brevetée. C'est-à-dire que c'est un marché qui existe dans d'autres pays. À petite échelle, parce que les pays occidentaux voulaient tellement maximiser, nourrir le monde entier, qu'ils ont utilisé des engrais tellement puissants que quand on leur apporte des engrais biologiques, ils se rendent compte que leur production va baisser. C'est pour ça qu'en Europe, ce n'est pas trop étendu. Mais ça existe. Il y a des brevets, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse implémenter ça.
Et l'avantage de ce procédé, c'est qu'il divise par 10 le coût de l'engrais actuel, de l'engrais chimique. Parce que l'engrais chimique, il est extrait des mines, il est transporté. Tout ce que nous avons à faire est au Cameroun. Et l'expérience se fait à l'échelle régionale. C'est-à-dire que les gens de Yaoundé auront leur centre qui va produire, les gens du centre, je veux dire, auront leur laboratoire, leur usine qui va produire des engrais et tout ce qu'on appelle comme propriété, c'est-à-dire le magnésium, l'azote, le potassium, tout ça, on va récupérer ça à Yaoundé. On n'aura pas besoin d'aller à Douala. Tout ça est à Yaoundé. Il suffit juste de prendre au bon endroit. Mais ces gens ont compris que notre intention allait casser leur business. Et là, je ne vous dis pas que c'est les boulots. Hein. Ça, c'est une mentalité des fonctionnaires du régime. Parce que, comme ils reçoivent des subventions de l'extérieur, ça les arrange, ils vivent bien. Et quand on leur dit qu'on va faire des choses où on n'aura plus besoin de demander ces subventions, ils se braquent et ils sabotent. Voilà la réalité. Donc, moi, quand je parle de meilleur pour l'avenir, c'est parce que je suis convaincu que si nous avons un autre régime, des personnes qui nous écoutent et qui nous laissent faire, ce sera ça la négociation du changement, qu'on nous permette d'apporter des choses qui améliorent les conditions de vie des gens. Donc, nos frères, déjà ne veulent pas qu'on s'investisse dans notre environnement. Au niveau de Yaoundé, moi je me suis arrêté au niveau d'un monsieur que je devais rencontrer, mais comme c'était un frère, j'ai fait marche arrière. Je savais que la nouvelle allait être propagée et que, bon, malheureusement, le dossier allait encore mourir. Donc, je n'ai pas continué. J'ai gardé ce projet avec moi. Et même ceux qui voulaient me soutenir dans ce projet sont toujours là en attente. Je leur ai dit, on n'est pas encore prêt. Le changement va nous permettre d'implémenter ces choses. C'est-à-dire que vos vies, vous pourrez mieux produire avec moins. Aujourd'hui, personne ne peut faire de la vraie agriculture parce qu'il n'y a pas de moyens. Il faut de l'argent pour faire de l'agriculture. Quand on vous dit qu'il faut 400 000 ou 500 000 pour produire un hectare de haricots, dans vos têtes, vous vous dites, mais on fait quoi avec 400 000? Or, si vous faites des études comparées et que vous allez juste planter sans mettre d'engrais, vous allez vous rendre compte que vous avez une terre riche, mais le Français, qui va aussi faire un hectare, qui a une terre pauvre, produira mieux que vous. Parce que lui, il utilise l'engrais. Il utilise l'engrais chimique. Tous. Mais nous, on peut permettre aux gens de mieux cultiver, d'avoir une meilleure production. Ça, c'est la réalité concrète de ce qu'on a appris de l'extérieur. Moi, je ne vous dis pas que j'ai fait des longues études pour avoir ça. Non. Je me suis intéressé à la vie, j'ai cherché à comprendre et on m'a expliqué. Si vous constatez que les hommes de l'Ouest ont une meilleure production agricole, c'est d'abord parce qu'ils ont bénéficié de l'école d'agriculture qui permet de connaître comment on fait l'agriculture. Nous, on n'a pas eu cet avantage. C'est maintenant que je vois les jeunes s'intéresser à ça. Et puis, on a été étouffés par nos élites. Qui, aujourd'hui, moi j'ai vu des employés agricoles se mettre en grève en Vomoka. Parce que le président est fatigué. Il n'a plus le temps d'aller dans les champs d'ananas. Donc c'était une erreur. Il ne fallait pas qu'il fasse ça. Il a montré le mauvais exemple. Dès que je prononce le président, on me bloque. Bref, le direct est signalé, vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne prononce pas les noms. Je donne juste des exemples concrets. Bon, je ne dirais plus le président, je dirais, bon, les ministres ou les directeurs. Les directeurs ont de grands champs et de ces champs-là, ils arrivent à faire quelque chose parce qu'ils ont aussi des gros moyens. Mais vous n'avez pas ces moyens.
Et ils ont ces moyens parce qu'ils prennent dans les caisses. Et encore, quand on regarde bien, ce n'est pas fait de manière très, très professionnelle. Et puis, derrière l'agriculture, il y a la transformation. La transformation, c'est le fer de lance de la valorisation de nos produits agricoles. Et pour que cette transformation puisse être implémentée, il faut qu'il y ait des structures crédibles qui font le travail sur le terrain, pas qui donnent des subventions au gré à gré, parce qu'on est le frère, mais il faut montrer d'abord la volonté, l'expérience, les qualités, et puis accompagner les projets. Ça ne peut se faire qu'à l'échelle locale. Ça ne peut se faire qu'à l'échelle locale. Et les ressources, on peut les trouver. En Occident, on a des systèmes de prêts aux particuliers. Dans des mairies, il y a le crédit municipal qu'on peut permettre, on peut mettre des fonds en fonction des besoins de nos populations, même à l'échelle d'1 hectare ou 2 hectares. Moi, j'ai toujours dit, si chaque jeune avait 1 hectare d'agriculture chez nous, c'est des milliers d'hectares, des milliers, et on règle le problème. Or, la plupart de nos jeunes fuient l'agriculture. Ils viennent faire la moto parce que vous allez défricher, vous allez abattre, vous allez brûler, vous allez désherber, sarcler, vous allez planter. Des fois, vous produisez même, il n'y a pas de route, vous ne pouvez même pas vendre. Vous voyez que ça décourage. Nous, en saison de pluie, on voit une voiture une fois les 10 jours. Parce que quand il pleut, les voitures ne viennent pas. Que font les agriculteurs pendant ce temps? Leur production pourrit. Moi, personnellement, j'ai vu des régimes de plantains mûrir et pourrir. Parce que je ne pouvais pas manger sans régime. Donc, ça mûrit et ça pourrit sur place. Parce qu'il n'y a pas de route. Donc, toutes ces choses mélangées a fait que pendant 40 ans, on nous a maintenus sous perfusion. Vraiment, c'était la politique élaborée pour nous appauvrir. Elle a été pensée, elle a été appliquée par les femmes Ndongo et les autres. Et nous sommes là, nous pleurons, nous attendons le changement. Notre espoir, c'est le changement. Donc, pour mon séjour dans le Djeye Lobo, allez dire à tous ceux qui ne comprennent pas français, allez leur expliquer ça en boulou. Parce que je ne peux pas parler que boulou. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Allez leur expliquer ça. Dites-leur qu'il y a un enfant du Djeye Lobo qui dit que nous aurons de meilleures chances à mieux produire après ce régime. C'est ça qui est la vérité. Parce que l'autre régime n'aura même pas de chance d'essayer de faire la moitié de ce que ceux-ci font. Sinon, ils vont se trouver avec des abeilles. C'est-à-dire, les Camerounais, après ce régime, seront tellement tendus que celui qui va prendre la responsabilité doit au moins montrer le vrai changement pendant le premier mandat. Pour cela, nous faisons confiance aux acteurs politiques, au consensus qu'ils feront pour s'entendre sur la personne qui va conduire la chose. C'est leur responsabilité. Après, ils nous appelleront, ou bien on ira vers eux pour leur proposer ce que nous avons à apporter. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, n'ayez pas peur du changement. Le frère du village nous a trompés. Apprenons à comprendre que notre bonheur peut venir des autres et non de nos frères. Ça, c'est une réalité. La preuve, elle est là. En 40 ans, on a toutes les preuves. On n'a même plus besoin de dire que est-ce que c'est vrai. On a tout eu. Moi, je vous dis, on a tout eu. Moi, je vous dis, je vous rassure que même Paul Biya est content que je parle comme ça. Ce sont ceux... Parce que il a peur de mourir seul. C'est lui qu'on insulte. On se prépare à lui dire ne pars plus.
Mais il se dit que tous ces gens-ci savent qu'il n'y a que moi. C'est moi le responsable. Oui, c'est lui le responsable, c'est le président. Et c'est pour ça que nous lui disons, garde un peu d'énergie. Papa, tu as fait des erreurs, tu as fait des fautes, on a bavé. On a bavé. Mais arrange-toi avant de partir, d'emporter avec toi tous ces gens qui ont participé à votre échec global. Parce que l'échec, il n'y a pas, l'autre qui va dire que bon, moi je vais venir arranger alors qu'il était dans l'échec hier. Ce n'est pas possible. Quand on change, on ne prend pas ceux qui étaient là avant pour les remettre dans le changement. Ça veut dire que c'est la continuité. On ne va pas tous les chasser. Il y a des gens bien. Il y a des gens qui étaient là par obligation. Croyez-moi, il y a des intellectuels qui étaient coincés. Moi, j'ai connu des gens qui maigrissaient. C'est-à-dire que quelqu'un va au travail, il a la boule au ventre. Il n'a pas le goût. Parce que il y a un va-nu-pied qu'on a pris qui devient son patron et qui lui donne des ordres. Et alors qu'il ne comprend pas ce que c'est que le travail. Donc, de tous les côtés, même dans le régime, il y aura des personnes qui vont nous rejoindre. Soyez-en sûrs. Ce sont ceux qui sont mouillés jusqu'à l'os, qui se disent qu'ils vont essayer de passer entre les gouttes. Ce sont eux qui font les cadors. Mais si nous réunissons tous avec l'énergie qu'on est en train de préparer, non, on va les mettre dehors. Moi, je vous dis qu'on va les mettre dehors. On les laisse, pour l'instant, s'agiter parce que ils sont dans un parti qui est tellement gros. Aujourd'hui, on leur explique que le vrai éléphant blanc, c'est le RDPC. Le RDPC, c'est un éléphant blanc. Et le temps va nous donner raison parce que, vu les guerres, les altercations, hein, les invectives que ceux qui sont au pouvoir font maintenant, plus la date approche, plus ce sera violent. Plus ce sera violent. Donc, nous gardons notre calme. Mes frères du Sud, nous apporterons, vu que nous évoluons en symbiose avec les acteurs politiques. Nous sommes de la société civile. À chaque fois que nous remarquons certaines choses, nous lançons des mots à leur endroit. Et soyez-en sûrs, ceux qui jouent le double jeu et qui sont repérés, on saura aussi où les mettre. On saura où les mettre. Donc, évoluons en groupe. Ne vous laissez plus berner. Ne vous laissez plus tromper. Parce que de toutes les façons, ils vont vous tromper. Quelle magie ils peuvent faire pour rattraper le retard? Il n'y a pas de magie. Donc, mes frères du Sud, moi je suis obligé de continuer ma campagne. J'ai promis m'arrêter pour voir le papa Bargangele. Parce que, bon, je suis obligé de parler au papa. Ce papa a occupé une fonction d'ambassadeur, je crois, pendant 15 ans ou je ne sais pas combien de temps. C'était l'ambassadeur du Cameroun en Espagne. Hein, et il était en même temps délégué de la Sûreté nationale. Ça fait, je crois, 2-3 ans qu'on l'a enlevé. C'est-à-dire que voilà un monsieur qui, connaissant tous les risques migratoires que connaissent nos jeunes, et en sachant que l'Espagne est une porte d'entrée vers l'Europe, a tout simplement mis un rideau blanc au niveau de l'ambassade du Cameroun en Espagne, parce qu'il ne pouvait pas être en même temps DGSN et en même temps ambassadeur du Cameroun en Espagne. Mais il a cumulé ses fonctions, on ne sait pas par quelle magie, mais ce sont des fables du pouvoir qu'on racontera à nos enfants quand on sera plus grand. Je vous ai toujours dit que cette affaire-ci, on l'a connue, on était jeunes. Moi, Paul Biya est arrivé au pouvoir, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Donc, j'ai grandi sous Paul Biya. J'ai grandi sous Paul Biya. On ne peut pas m'enlever
Tout, d'ailleurs, je dis même que c'est une expérience magnifique pour le Cameroun d'avoir connu, d'être descendu si bas pour qu'on comprenne maintenant ce qu'on doit éviter de faire pour retomber dans les mêmes situations. Donc, moi, je ne vais pas, je vous dis toujours, en dehors des moments où nous allons permettre de faire des échanges, parce que ce moment arrivera, il faudra bien qu'on se parle. Je continue ma campagne. Demain matin, je vous dirai à quelle heure est-ce que je vais m'adresser au papa Mbargangele. Étant chez le papa Mbargangele, je lancerai certains mots aux gens de Zoé Télé, parce que papa Mbargangele, il est à mes têtes. Ce n'est pas très loin de Zoé Télé, ce n'est pas très loin de Bambis. Donc, je parlerai aussi de certains responsables de cette zone, parce que les gens de Zoé Télé ont besoin que je m'adresse à eux. Eux aussi, ils sont frustrés. Ils sont déçus. Dans cette ville, beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi est-ce que les gens ont fêté quand le ministre Mbongo est parti en prison, alors que c'est un enfant de cette ville. Donc, nous allons aussi les rassurer. Nous allons lancer quelques mots en leur direction. Et nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Donc, vous voyez que quand on ne prononce pas les noms, les gens évitent. Donc, je vous annonçais hier que je venais tout au fin fond des Pays-Bas. J'ai fini le travail de la journée. Maintenant, il faut que je redescende. Je ne vais pas rester très très longtemps avec vous. Je vous remercie. J'avais ce message à dire à mes frères du Djay Lobo, à mes frères du Sud, pour leur dire que maintenant, je pars dans les autres régions du Cameroun. Ce que j'avais à dire ici, j'ai dit l'essentiel. Je n'ai pas tout dit. Je dis j'ai encore des dossiers. Mais la campagne est longue. Nous n'allons pas tout verser d'un coup. Nous gardons des réserves. Chaque fois qu'on nous indexe, nous serons obligés de sortir un dossier. Donc, et puis je ne suis pas venu salir pour salir. Voici une branche, voici un domaine dans lequel nous pouvons améliorer nos vies de manière sereine si le changement, une fois, pas que si, une fois que le changement sera mis en route. Je vous remercie. J'ai pris le temps de m'arrêter, supporter ces cours, mais l'essentiel c'est que après le changement, l'engrais, le prix de l'engrais sera divisé par 10. Retenez bien ce chiffre, ce sera divisé par 10. Tout agriculteur pourra avoir de l'engrais pour avoir une meilleure production. Et n'oubliez pas que vous, les cacaoculteurs, vous avez donné au régime Biya plus de 8000 milliards de francs CFA grâce à votre travail. Il ne faut pas oublier ce chiffre. Et c'est la fourchette basse. C'est-à-dire que je suis parti sur une moyenne de 200 milliards l'année. 200 milliards, je parle de 200 milliards parce que je tiens compte du fait que la taxe à l'exportation, qui était de 150 francs le kilo, a été divisée par 2 et est revenue à 75 francs le kilo. Donc je parle de cette fourchette-là et de la production moyenne qu'on a au Cameroun chaque année. Et à mon âge, je n'ai jamais vu une année où on n'a pas acheté le cacao. Donc chaque année, vous donniez au moins 200 milliards à l'État sous forme de participation. Vous, Niabetamelam. Il faut que vous vous rendiez compte de l'importance que vous avez dans le pays. Il n'y a pas de pays s'il n'y a pas de villageois. Ici, on dit pas de pays, il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de pays sans paysans. C'est ça qu'on dit ici. Donc, vous, les villageois, vous êtes d'une importance capitale. Et c'est pour ça que vous voyez des ministres venir vous voir quand c'est la campagne. Sinon, est-ce qu'en dehors de la campagne, est-ce qu'ils viennent vous voir? Ils ne viennent jamais vous voir. Dès qu'ils ont pris le vote, ils partent. S'ils viennent vous voir, sachez que vous êtes important. Et prenez donc cette importance, soyez fiers d'être ceux qui nourrissent les Camerounais. Je vous dis, le président mange votre manioc, il mange votre plantain. Tous les ministres là, ils mangent ce que vous plantez dans vos villages. Parce que quand on va faire les courses au marché, on ne choisit pas. Et vous ne savez pas, le manioc que vous avez envoyé chez vous, là, dans quel marché il va finir. Donc, vous êtes, c'est vous qui nourrissez le peuple. Il faut que vous preniez conscience de la place importante que vous avez dans la société, dans le pays qu'est le Cameroun.
Une fois que les agriculteurs seront mis à leur juste valeur, je vous assure que vous verrez que le pays n'aura même plus le même visage. Ici, les 4x4 double cabine, c'est pour les agriculteurs. 9. Ils ont des gros tracteurs. Eux, parce que c'est les agriculteurs. Vous avez de l'argent. Vous êtes riches. Mais on ne veut pas que vous utilisez cet argent. On ne veut pas vous expliquer comment. On ne veut pas vous mettre les éléments qui vous permettent de profiter de votre richesse. Et nous, nous avons l'intention, dans le cadre du changement, c'est général, toute l'Afrique. L'Afrique est en train de se réveiller. Nous, les Camerounais, on ne va pas rester les Moutoukou de l'Afrique. Non. Non, non, non. On est des esprits. Ailleurs, on nous respecte. C'est ça qui est la vérité. Même parmi les Africains. La seule chose que les Africains arrivent à nous dire de mauvais, c'est que votre pays est sale. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Parce que quand on part à Abidjan, quand les jeunes qui vont à Abidjan, quand ils vont à Abidjan, c'est normal que les gens d'Abidjan disent que regardez, est-ce que vous avez ça chez vous? On est obligé de fermer nos bouches. Or, en dehors de ça, ce qu'il y a dans nos têtes, l'énergie, la volonté. Non, en Afrique, moi je vous dis qu'on nous donne même 10 ans, même 10 ans, pour que les gens voient de quoi nous sommes capables. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Moi, je suis dans l'obligation de partir. Nous allons nous retrouver demain pour apporter un autre sujet qui sera mélangé là à de la dénonciation. Parce que nous sommes obligés de parler à nos parents. Moi, je dis, Papa Mbargangele, moi, j'irais bien lui donner la cola dans son village. Mais lui, il veut que je vienne prendre l'audience à la DGSN. Ce n'est pas là où je dois voir mon père. Je dois voir mon père au village. Et il faut qu'on arrive à les convaincre, doucement. Mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Donc, vive le Cameroun, vive les Camerounaises et vive les Camerounais. À la prochaine. Je vous remercie.